Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre cette conférence débat. 4 ans après la mort d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Le grand thème sera subdivisé en 3 parties. La première partie sera consacrée à Étienne Tshisekedi, un opposant atypique. Il sera développé par M. Freddy Mulumba Kabouaï Wabondo, qui est directeur général du magazine Renaissance africaine, politologue et directeur général adjoint de la RTNC. Le peuple d'abord, pensée politique d'Étienne Tshisekedi, ce sous-thème sera abordé par M. Dieudonné Ilunga, avocat et auteur de plusieurs livres sur Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et enfin, les aspects philosophiques de la pensée d'Étienne Tshisekedi avec le professeur Kabongo Malou, philosophe. Après ces exposés, il y aura un échange sur ce grand sujet. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, j'invite M. Freddy Mulumba Kabouaï à venir prendre la parole. Étienne Tshisekedi, un opposant atypique. Merci beaucoup, Oscar. Distingués invités, moi, j'essaie de me poser une question. Comment cet homme, qui avait toutes les possibilités de négocier, toutes les possibilités de prendre les armes pour prendre le pouvoir, pourquoi il n'a pas accédé au pouvoir? Il a connu Mobutu, il a connu Kabila père, il a connu Kabila fils, donc le président. Il est mort le 1er février 2017 comme opposant. Donc il a passé toute sa vie comme opposant. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à avoir un tel comportement? J'ai essayé un peu de les voir. D'abord, dans sa famille. Il faut relever d'abord que le président Tshisekedi a refusé le 22 juillet 1991 la nomination qui a été faite par Mobutu par ordonnance. Il l'avait rejetée. Ce sont des militants qui sont partis à la maison pour lui dire n'acceptez pas. Le 14 octobre 1991, il a encore nommé Premier ministre, mais il a eu le courage de buffer sur le document qu'il signait, les passages garant la nation et à la Constitution. Et puis le 21 octobre 1991, il est révoqué par Mobutu. La seule nomination qu'il a acceptée, c'est celle de la conférence nationale souveraine. Il n'a pas fait longtemps. Il a été révoqué. Mais ce qui est frappant chez cet homme, à l'entrée de l'AFDEL, je pense 3 jours avant que les troupes de l'AFDEL arrivent à Kinshasa, j'ai eu la chance de connaître un conseil spécial de Mobutu. Je suis parti les voir. J'étais journaliste au potentiel avec M. Emmanuel Kabongo Malou. Il me dira ceci, les Américains. Donc, il y avait à Brazzaville les troupes américaines, belges et françaises. Il me dira que les Occidentaux sont partis voir Tshisekedi pour qu'il accepte de prendre le pouvoir. Alors que Kabila avançait. Et Étienne Tshisekedi leur a répondu, moi, je ne peux pas prendre le pouvoir par la force. Ce qui m'intéresse, c'est la démocratie. Dernièrement encore, en 2011, face au président Kabila, Étienne Tshisekedi était en Afrique du Sud.
il y a eu des amis occidentaux qui sont partis les voir avec argent, avion. Ils lui ont demandé de se mettre ensemble avec toute l'opposition, en commençant par Kengo, Kamer et les autres. Celui qui m'a donné l'information, il était dedans. Il me dira que quand il a vu Kengo, il a dit, mais moi j'ai passé toute ma vie à combattre ces systèmes bouddhistes. Je ne peux pas accepter de me mettre devant et de prendre le leadership de l'opposition. C'est ce qu'il a refusé. Donc c'est ainsi que je me pose la question, qu'est-ce qui l'a poussé à avoir de telles attitudes, de tels comportements? Donc j'ai essayé un peu de voir d'abord, de lire ses discours, ses interviews, ses déclarations. Ensuite, de comprendre la famille, là où il a vécu. Donc, pour comprendre comment est-ce qu'il a été socialisé politiquement. Après la famille, il y a l'école. L'école primaire, secondaire, aussi l'université. Et enfin, l'environnement dans lequel Étienne a vécu, en dehors de l'école et de la famille. D'abord, sur le plan familial, Étienne a eu une éducation rigoureuse. Sa famille était catholique fervente. Et vous imaginez du temps colonial, c'était le modèle. Dans une école catholique. Donc il a eu la rigueur, le sens du travail, la discipline et l'honnêteté. Donc, vous savez, en Afrique, nous qui avons grandi au village, on dit toujours, l'honneur ne s'achète pas. Donc, il faut les mériter. Et Étienne, en dehors de la famille, il a fait des études primaires, secondaires, dans des écoles encore catholiques. Et là, vous savez, pendant la colonisation, c'était beaucoup plus une formation des travailleurs, une formation des gens qui devraient être les modèles des Blancs. Donc il y avait beaucoup plus la morale et le respect des institutions. Mais ce qui a beaucoup formé Étienne sont ses études de droit. Vous savez, quand quelqu'un a fait les droits, il est difficile, très difficile, de négocier. Donc c'est une culture de texte qu'il a. Lui, c'est quand vous avez les textes, il est d'accord avec vous. Parler comme ça, il ne croit pas. Donc pour moi, c'est lié à cette formation. Mais il ne faut pas oublier qu'Étienne était un grand lecteur. J'ai eu le temps de le fréquenter, mais sur son bureau, il n'y avait que des livres. Et j'ai l'impression, paraît-il, qu'il aimait beaucoup Mabika Kalanda. Et ça a beaucoup plus forgé aussi sa pensée. Donc, quand j'ai pris le discours d'Étienne, les écrits, ses déclarations, il y a des mots-clés qui reviennent. État des droits, démocratie, corruption, lutte contre la corruption et la non-violence. Et là, Étienne est conscient. C'est grâce à la non-violence qu'il peut gagner, jamais prendre les armes. Et là, vous retrouvez dans tous ces discours qu'il a fait. Et les mots reviennent toujours. Et il y a quelque part, on voit un peu son caractère. Je prends une question qui a été posée par Elima le 18-19 septembre 1990. Question Elima, Monsieur Tshisekedi, votre langage nous semble trop sec envers les pouvoirs que vous qualifiez de dictatorial. Réponse, j'ai mon tempérament. Je suis Tshisekedi avec ce que cela implique comme qualité et comme défaut. Si vous trouvez que c'est sec, je suis sec. Vous n'allez pas m'échanger aujourd'hui. L'homme est resté le même jusqu'à la fin de sa vie. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est le discours qu'il a fait à la conférence souveraine. C'est là où vous sentez l'homme qui s'exprime, donc tout ce qu'il a connu pendant sa lutte politique. Qu'est-ce qu'Étienne dit? Donc c'était le programme de la conférence nationale souveraine.
Étienne dit ceci, c'est un discours-programme. Tout au long de notre combat, nous n'avons jamais douté un seul instant de la victoire finale. Nous n'avons jamais douté que tôt ou tard, notre peuple prendrait l'essence profonde de notre démarche périlleuse, ô combien noble et salvatrice. Aussi, et c'est avec satisfaction et surtout avec beaucoup d'espoir que j'observe que cette prise de conscience extraordinaire des enjeux de notre pays par notre peuple. Et il dit, je réitère solennellement mon engagement ferme à consacrer tout le reste de ma vie à la défense de la démocratie et à l'explosion du progrès social de notre peuple. Donc, Étienne Tshisekedi, il ne faisait pas la politique pour manger. Étienne Tshisekedi faisait la politique pour marquer l'histoire. Donc, ce n'est pas par hasard quand il prenait des positions. Et il avait sa manière de voir la politique, à ce qui concerne la réconciliation nationale, entre mobutistes et non-mobutistes. Étienne précise, la réconciliation ne signifie pas compromission, mais renonciation au mal et conservation au bien, attendu ici comme exigence de justice, démocratie, patriotisme, de la primauté, de la règle des droits, de la raison, ainsi que le respect de la personne humaine. On sent son passé à travers ces déclarations. Mais pour ne pas prendre beaucoup de temps, Étienne avait un discours envers les Congolais, mais aussi il parlait des Occidentaux. Je pense que c'est ce qui a fait ce qu'il était difficile que nos amis occidentaux l'acceptent. Vous savez, il ne portait pas de gants. C'était très clair. Et on pensait qu'il était très radical. Je pense qu'il a fait un discours au cercle Les Rapides au mois de septembre 2005, le 9. Il parle aux Occidentaux. Il dit ceci. Je leur pose la question suivante. Qui nous a appris la notion de l'état de droit? Et la deuxième question, cette notion d'état de droit doit-elle rester exclusive au monde occidental? Tandis que les pauvres pays du tiers-monde que nous sommes, nous devons contenter de leurs conseils de pitié. Et il ajoute, le Congo, c'est un grand pays. Une fois que la démocratie sera organisée et appliquée, il sera capable de résoudre seul ses problèmes, à l'instar de tous ceux qui s'appellent les grands de ce monde. Donc, Étienne était toujours un homme qui tenait à la dignité du Congo, à la dignité des Congolais, et être indépendant et autonome. Mais parmi les documents que j'ai lus, il y a un document qui m'a beaucoup intéressé, interpellé. Ça dépasse, je dirais, un peu la dimension de l'IDPS. Donc, c'était un message adressé au peuple congolais, aux combattantes et combattants de l'IDPS à l'occasion du 44e anniversaire de l'indépendance du Congo, dans lequel Étienne Tshisekedi fait le bilan de 44 ans d'échecs et d'humiliation. Il y a un passage, son discours, le titre c'est « Notre mémoire collective est en danger ». Donc ça déborde même l'IDPS, ça concerne maintenant nous tous qui organisons des conférences pour savoir pourquoi on les fait. Nous tous qui sommes passés par l'école des Blancs, pourquoi on a étudié. Nous tous qui avons eu la chance d'avoir des moyens intellectuels et matériels, de s'interroger sur notre propre existence. Étienne écrit, la date du 30 juin 1960 constitue ce jour, pour nous Congolais, le jour du plus grand rendez-vous de la nation congolaise avec l'histoire. Nous invitons humblement les divers témoins de notre itinéraire à s'investir sans tarder dans la rédaction de leur mémoire. Tout aussi humblement,
nous incitons nos chercheurs, nos griots, nos conteurs et nos musiciens à nous restituer notre mémoire collective. Pour le faire, ils doivent, nous le savons bien, ne compter qu'avec leur sens patriotique, les facilités opérationnelles leur étant difficilement accessibles. Nous en appelons modestement à ceux qui détiennent des documents rares, des archives privées, des pièces historiques, des symboles collectifs, à les garder précieusement. Ce patrimoine sera reversé dans nos musées les jours où nous aurons réussi à refonder notre État. Nous en appelons enfin à nos compatriotes conservateurs et gardiens des musées de garder intacts les lambeaux restants de notre patrimoine pillé. Étienne demande également aux individus et institutions de puissance occupantes d'hier et d'aujourd'hui. Il les invite à daigner partager un jour, selon les formules équitables, à négocier bientôt la jouissance de leurs richesses, collections avec les Congos et les Congolais. 14 ans après, je pense, 16 ans après, on parle aujourd'hui des retours de nos documents et d'autres pièces d'art qui sont détenues par la Belgique. Donc ça fait à peu près 16 ans. L'homme était tellement en avance. Et dans ce discours, je vais les lire aussi, Tshisekedi avait une conviction. Il dit ceci: oui, à maintes reprises, le Congo a déjà prouvé à lui-même et à la face du monde qu'il est devenu une nation, que par l'extrême diversité des cultures, le peuple congolais n'est pas un ramassis de tribus, mais qu'au contraire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ces peuples, dont le passé est fait de sueur et de sang, adhèrent à l'idéal d'ériger ensemble, au cœur du continent africain, une seule et même communauté de destin, grande, puissante, prospère, digne et ouverte au monde. Pour moi, c'est un testament qu'il nous a laissé pour que, quand il y a de telles manifestations, que les intellectuels écrivent. Nous passons tout notre temps dans des manifestations, on fait du bruit, on prend la bière, on crie, après on oublie. On fait la même chose depuis qu'on est indépendant. Je me rappelle, cette année d'ailleurs, le mois passé, on a commémoré la mort de Mzee Kabila et de Lumumba. Faites le tour de la ville. Combien d'historiens ont écrit? Combien d'intellectuels ont publié? Ça pose un problème. Comme on n'écrit pas d'ici 10-20 ans, ce sont les autres qui vont écrire notre propre histoire. Voilà pourquoi il faut faire un effort, nous qui étions à l'école des Blancs, d'organiser des conférences et surtout de publier, pour que les enfants qui viennent après nous aient des repères. Voilà pourquoi on a organisé cette conférence. Nous ne sommes pas des politiciens. Vous savez, ça fait plus de 10 ans qu'on fait ce travail. C'est pour qu'on s'occupe de notre travail au sein de la société, en tant que citoyen, en tant qu'intellectuel. Je vous remercie. Merci Freddy Mulumba. Pourquoi Étienne Tshisekedi n'a pas recouru aux armes pour prendre le pouvoir? C'est une grande interrogation. Je vais passer à présent la parole à M. Ilunga Dieudonné, avocat, auteur de plusieurs ouvrages sur Étienne Tshisekedi,
À l'entrée ici, il y a tout un lot de documents, de livres que vous pouvez aussi avoir chez vous pour la lecture. Il va nous parler de Peuple d'abord, pensée politique d'Étienne Tshisekedi. Monsieur Dédé. Notre thème s'intitule « Le peuple d'abord, pensée politique d'Étienne Tshisekedi ». Distingués invités, mesdames et messieurs, à vos fonctions et titres respectifs. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire merci à vous tous qui êtes venus là-bas. À suivre la lecture des discours du DG Freddy Mulumba, apparemment j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien à dire parce que j'ai revu tout ce que j'ai écrit. Et lorsque je vais parler, j'ai l'impression que je vais me répéter. Alors, je fais un petit exposé. Je me suis dit, si je parle, je parlerai beaucoup. Je suis obligé de vous faire la lecture, la synthèse pour que ça aille vite et que cela puisse nous permettre d'échanger. Mon propos a pour sujet le peuple d'abord. Pensée politique d'Étienne Tshisekedi Mulumba. On sait que depuis un certain temps, le peuple d'abord est sur toutes les lèvres. Hier, nous nous appelions les Zaïrois, aujourd'hui devenus Congolais. Nous avions un slogan semblable à celui-ci. À l'époque, c'était le impère égale servir et non se servir. Aujourd'hui, nous disons le peuple d'abord. Donc, il y a une évolution. Je vais faire encore une marche en arrière pour saluer l'ambassadeur de l'Angola qui est ici et saluer un des grands fondateurs de l'IDPS qui est ici. Souvent, quand je rencontre un plus grand, je préfère m'incliner. Il y a M. Omer Kamba, qui était gouverneur, l'homme qui a fait l'histoire au même titre qu'Étienne Tshisekedi, qui a failli mourir le 17 janvier 1988. Il disait cette expression noble par elle-même est en train de se vider de sa signification. Le danger est grand. Il nous rappelle ce slogan que les Aïrois, même ceux qui se remplissaient les poches en pillant les trésors publics ou d'autres ressources du pays, et parfois au moment où ils se les remplissaient, clamaient impère égal servir et non se servir. On sait pendant ces temps, le pays est allé au fond de l'abîme, d'où il se débat aujourd'hui pour remonter à la surface. Voilà pourquoi j'ai saisi l'opportunité de ces jours anniversaire pour dire un mot sur ce qu'il convient de considérer comme une pensée politique, le peuple d'abord. Pour l'avoir fréquenté pendant longtemps, jusqu'à son dernier voyage pour la Belgique, je sais dans quelles circonstances il a utilisé cette expression et il faut en comprendre dans ce contexte. Les soucis de commodité et de clarté de cet exposé m'a inspiré une articulation autour de 3 points que voici. Origine d'une pensée politique. Signification 2, le peuple d'abord. 3, le peuple d'abord aujourd'hui et demain. Je voudrais, avant de commencer, vous dire que je ferai un effort pour être bref. L'essentiel en ce genre de rencontres résidant dans les échanges. Voici donc le premier point. Origine d'une pensée politique. Dans le présent exposé, je parle de pensée politique et non d'une idéologie politique. Le terme idéologie réfère à une doctrine, comme le marxisme, le communisme, le fédéralisme et tous les autres ismes que vous connaissez. Le peuple d'abord semble être une pensée politique, c'est-à-dire un ensemble d'images mentales ou de stéréotypes qui ont déterminé le comportement politique, la perception et le jugement d'Étienne Tshisekedi concernant la gouvernance politique de la RDC et même la vie politique du monde.
quelle est l'origine de les peuples d'abord? Une pensée, qu'elle soit économique, sociale, naît en réponse d'une situation. C'est du moins ce que nous apprend l'histoire et que confirme l'expérience du combat d'Étienne Tshisekedi. En effet, c'est lui qui deviendra opposant farouche de Mobutu en 1980, commence pourtant sa carrière politique aux côtés de ces derniers. Il figure d'abord parmi les commissaires généraux, après son premier coup d'État, puis ministre de l'Intérieur, après celui de 1965. Étienne Tshisekedi collabore d'ailleurs énormément à la rédaction du manifeste de Lancélé, une espèce de projet de société du parti unique, le mouvement populaire de la Révolution. Mais Étienne Tshisekedi est un esprit révolutionnaire et non un béni oui-oui. Son sens critique aigu lui permet de relever les contradictions entre les discours et les actes dans la gestion de la chose publique. En l'occurrence, 1. Mobutu avait déclaré prendre le pouvoir pour 5 ans, de rétablir l'ordre et la sécurité et de remettre le pouvoir aux civils. Plus de 10 ans après, plutôt que de remettre le pouvoir aux civils, c'est à un durcissement du pouvoir et aux manœuvres pour s'éterniser que l'on assiste. 2. Le manifeste de Lancélé expose un des meilleurs projets de société de la planète par la pertinence et l'opportunité de ces programmes de développement économique et social. Mais dans la pratique, personne ne s'en préoccupe. Il devient vite un document que l'on agite à des fins démagogiques. 3. La constitution d'Isaïr, à la rédaction de laquelle Étienne Tshisekedi a participé, prévoit l'existence d'au moins 2 partis politiques. Mais dans la pratique, Mobutu ne veut rien entendre. Le MPR est devenu parti-État. Toutes les institutions, publiques et privées, y sont soumises. 4. Plutôt que d'être au service du peuple, MPR égale servir, l'élite au pouvoir se livre au pillage des ressources naturelles et minières, au détournement des deniers publics, à la spoliation du patrimoine de l'État, à la corruption, à la concussion, au népotisme, dans l'impunité totale. On parle de 10 fléaux. On parle de 10 fléaux. Mobutu lui-même les reconnaît, etc. D'autres contradictions existent. Mais dans les quelques-unes que nous venons d'évoquer suffisent à démontrer, et c'est là l'essentiel, que le peuple était absent de préoccupations du régime Mobutu. Même en pleine période éphémère de croissance économique, autour des années 70, la pauvreté s'installe peu à peu dans le pays. C'est ainsi qu'en 1980, Étienne Tshisekedi, avec ses amis commissaires du peuple, vont former une équipe de 13 parlementaires en écrivant la lettre de 52 pages qu'ils ont dit adresser au président Mobutu. C'était le premier coup porté contre la dictature de Mobutu et le début du combat de Tshisekedi ou de l'IDPS. Ce combat est riche en épisodes. On venait d'en parler ici par le poète qui a lu le livre de Roger Kakong, toutes les différentes étapes de la lutte de l'IDPS. Dans tous les cas, le combattant de la liberté multipliera des coups jusqu'au moment où Mzee Laurent Désiré Kabila viendra donner le tout dernier coup à l'ordre qui déjà ne tenait plus que par un fil. Quant aux circonstances dans lesquelles le terme a émergé, nous nous contentons de rappeler
quelques-unes parmi tant d'autres. La veille de son retour à la primature en 1992, Étienne Tshisekedi communique à la presse la priorité de son gouvernement. Je crois que c'est en 1991, le gouvernement issu des accords du Palais des Peuples. 1. Il a dit ceci: les agents et fonctionnaires de l'État sont impayés et n'ont même pas un salaire, dit-il. Nous allons ensemble lutter pour améliorer leur sort. À quoi sert un gouvernement si ce n'est pas pour justement le bien-être de la population? 2. Plus tard, après l'arrivée de l'AFDEL à Kinshasa, le chef de l'opposition non armée veut prendre contact avec Mosée Laurent Désiré Kabila en personne. Aux journalistes qui veulent connaître les chances de ces démarches et pourquoi il tient à rencontrer Mosée lui-même, il répond: je peux vous affirmer que l'issue de mes rencontres sera très heureuse parce qu'elle répondra aux aspirations de ce peuple. Pas question de traiter de la politique de mon pays avec des gens que je ne connaissais pas. Je me suis battu 17 ans durant pour la liberté de mon peuple et non pour qu'un individu vienne m'offrir un poste. 3. Après la prise de pouvoir par Laurent Désiré Kabila, une large opinion pense que le combat d'Étienne Tshisekedi est terminé. Faute d'adversaires, Mobutu et le MPR étant tombés. Cette même opinion s'étonne de les voir poursuivre la lutte. C'est alors qu'il répond, parlant de son long combat: tout pouvoir doit avoir la légitimité et l'adhésion populaire. Je me battrai contre tout pouvoir qui n'aura pas cette légitimité. Cette lutte-là n'avait pas pour but de faire partie physiquement un dictateur. Elle avait pour but ultime la libération du peuple. En 2011, le président, disons en 2005, le président Tshisekedi avait boycotté ces élections-là. Les élections de 2011, le président Tshisekedi, disons en 2006, il avait boycotté. Et en 2011, il a changé d'avis. Il a changé d'avis parce qu'il a dit qu'il ne faut pas rester indifférent à la misère du peuple congolais. Sinon, on va le déclarer la non-assistance à personne en danger. Alors, il explique d'où lui vient la façon, le courage, la confiance de changer sa philosophie. Il dit: je n'ai jamais cessé de le répéter, c'est la misère de la population qui me pousse à mener l'IDPS aux élections de 2011, alors que le contexte est le même qu'en 2006. Lors de la campagne électorale, il révèle le point principal de son programme d'action: mettre l'homme au centre du jeu. La santé, l'enseignement, l'emploi, le courant électrique dans tous les établissements, tout pour améliorer le bien-être des citoyens. Les peuples d'abord. Je peux multiplier des références. Elles démontreront que l'amélioration de la qualité de vie des Congolais étant la motivation centrale du combat de l'opposant historique de la RDC, qui avait fait de l'homme congolais l'enjeu de sa lutte pour la démocratie et l'état de droit. Qu'est-ce à dire? Penser, quelle est la signification d'une pensée? Parce que nous parlons de la pensée politique. Les peuples d'abord, nous disons que c'est une pensée politique. Qu'est-ce que c'est une pensée? N'oublions pas le contexte d'abord politique qui a donné naissance au combat d'Étienne Tshisekedi et qui l'a alimenté durant plus de 3 décennies. Une classe politique accédant et c'est maintenant au pouvoir sans la volonté du peuple. Et par conséquent, peu soucieux du sort de leurs compatriotes. Ces élites qui se sont succédées au pouvoir n'avaient qu'une préoccupation: leurs privilèges personnels.
leur embourgeoisement par des voies illicites qui se sont résumées dans 10 fléaux. La conservation de ces pouvoirs par tous les moyens, même par les violations des droits de l'homme et les crimes, en vue de se protéger et de protéger leurs privilèges. Les peuples, lui, étant laissés pour compte. Dès lors, nous pouvons penser que le patriarche Étienne Tshisekedi conférait à la pensée le peuple d'abord des significations. Primo, le pouvoir vient du peuple, le souverain primaire. Cela veut dire que nul ne peut exercer un pouvoir sans que cela n'émane pas du peuple. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre son opposition à Mobutu, dès qu'il s'est rendu compte de la dérive totalitaire dans laquelle le président fondateur avait embarqué le pays, mais aussi à tous les autres systèmes qui lui avaient succédé. Est-ce pour les mêmes raisons? Il me semble que la terreur des dictateurs ne se conformait pas là à l'alinéa 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui recommande la volonté du peuple, c'est-à-dire le consentement des gouvernés, comme fondement de la légitimité du pouvoir. Ainsi s'expliquent toutes les pressions qu'il a exercées sur ses compatriotes et sur les partenaires pour que se tienne la conférence nationale souveraine dans notre pays. Ainsi s'explique aussi la longue lutte qu'il a menée pour le respect strict des textes légaux, des lois et des accords. Tout se passe comme si il voulait dire à tous la volonté, le consentement du peuple avant tout, l'exercice du pouvoir après. Il ne saurait en être autrement quand on sait que l'opposant historique de la RDC tenait à instaurer une véritable démocratie et un état de droit dans son pays. Secondo, on accède au pouvoir pour servir les peuples d'abord, les privilèges légaux après. Les leaders maximaux de l'IDP s'est rendu compte que si un pays immensement riche comme la RDC est habité par un peuple scandaleusement pauvre, la gouvernance politique, économique, financière est à revoir. En clair, c'est que les ressources du pays, pourtant fabuleuses par leur qualité, leur quantité et leur diversité, profitent à l'élite au pouvoir et non au peuple. Pour lui, il faut impérativement renverser la tendance si l'on veut réellement redresser la situation. C'est une des significations de son cri de guerre à une classe politique irresponsable. Ici, le peuple d'abord veut dire penser d'abord au peuple au lieu de courir derrière les privilèges personnels. C'est là une véritable leçon de patriotisme et de nationalisme, à la fois pour dire tous les programmes, projets et actions politiques. L'acteur politique devient ainsi un citoyen au service de ses compatriotes et non un frère ou une sœur à qui on offre l'occasion de s'enrichir, de piller les pays dans l'impunité totale, alors que le peuple meurt de faim, manque de routes, d'électricité, que les enfants fréquentent des écoles délabrées, sans bibliothèque, sans bancs, que les hôpitaux manquent de produits pharmaceutiques pour les malades qui peinent à honorer les factures des médecins. À regarder de près, le peuple d'abord n'est pas loin de la vision d'Abraham Lincoln, qui lui disait en son temps « pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple ».
ou de ses slogans d'inspiration marxiste, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Ce qui autorise à inscrire Étienne Tshisekedi dans la tradition révolutionnaire des démocrates, dans le contexte d'un pays où la classe politique s'est comportée comme dans la jungle. Qu'en est-il aujourd'hui et demain? Tertio, le peuple d'abord, aujourd'hui et demain. Le sphinx de l'imité n'a pas accédé au pouvoir malgré le soutien du peuple congolais durant plus de 3 décennies. Telle était la préoccupation du deuxième intervenant, Freddy Mulumba. Après son retour auprès du Très-Haut, le peuple a continué son combat sans désemparer, ne jurant que par le changement. Et le discours de changement a fini par l'emporter sur toutes les agitations démagogiques caractéristiques des campagnes électorales en RDC. M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fils du patriarche, a été élu président de la République, malheureusement sans avoir élu pour lui la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cela n'a pas empêché nombre d'acteurs politiques de clamer haut et fort dans leur discours « le peuple d'abord ». Pourtant, dans les actes, quel d'obstacles sur le chemin du nouveau président, dressés parfois par ceux-là même qui criaient « le peuple d'abord ». La maturité politique du peuple congolais acquise depuis le combat du père de la démocratie congolaise lui a permis de détecter les dangers que ne se réalisent les promesses du président. Il l'a porté à la connaissance, lui-même a réuni des preuves avec patience. Et il a frappé du poing sur la table, stoppant net l'hypocrisie et la mauvaise foi en créant l'union sacrée pour le salut de la République. La suite est connue. C'est arrivé vers l'union sacrée pour se mettre au service du peuple d'abord et soutenir le président de la République dans ses efforts pour le redressement de la nation congolaise en ruine. Du coup, plus que jamais, le peuple d'abord est à nouveau sur de très nombreuses lèvres comme un cri. Vient-il du fond du cœur de toutes ces lèvres? N'est-il pas de la poudre aux yeux de la part de certains? Une chose est certaine, le peuple d'abord apparaît comme appel à la bonne gouvernance. Beaucoup viennent de comprendre, ce qui augure un lendemain meilleur pour la République. Celui pour lequel le père de la démocratie au Congo s'est battu durant un peu plus de 3 décennies. Le peuple d'abord devient donc une lumière qui éclaire le chemin des acteurs politiques congolais, ainsi appelés au sens des responsabilités, au patriotisme, à la vraie passion pour le Congo. Cette lumière me semble la seule qui, demain, restituera à la RDC sa grandeur, sa dignité et la puissance qu'elle mérite au regard de sa taille éléphantesque et de l'immensité de ses ressources. Faut-il conclure quand on a dit beaucoup de choses comme ça, ou peu de choses? Mon propos a porté sur le peuple d'abord. Pensée politique d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Après vous en avoir situé l'origine, j'ai tenté d'en dégager la signification avant de terminer par un regard sur l'usage de cette expression aujourd'hui et l'éclairage qu'elle jette sur le futur de la République. Il ne me reste qu'à vous remercier pour votre attention. Je termine. Merci.
nabongisini